Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une maman, une femme extraordinaire que j'ai rencontrée samedi dernier lors d'une conférence de Elle raconte. Une maman avec qui j'ai connecté sur place. Son histoire, elle était tellement extraordinaire, tellement forte que j'ai eu la chair de poule partout, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'aux têtes. Et aujourd'hui, elle est avec moi à mon podcast et j'ai le plaisir de vous présenter Sophonia Jacques. Bienvenue Sophonia. Merci. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir de te recevoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir. Sophonia aussi, tu peux nous parler de toi, qui tu es, de te présenter pour nos auditeurs et les gens qui nous regardent. Moi, c'est Sophonia Jacques. Je suis maman de 3 enfants. J'ai un fils de 12 ans, une fille de 7 ans et une dernière de 19 mois. Je suis aussi étudiante à Ottawa en psychologie. Je fais un bac en psychologie. Je suis aussi entrepreneur et infirmière auxiliaire. Donc, wow, ça fait beaucoup de casquettes là. Oui, beaucoup de casquettes. Puis tu dis, tu es entrepreneur et tu es entrepreneur en quoi spécifiquement? Mais j'ai commencé dans l'immobilier en 2020 en achetant un premier duplex. Puis ensuite, j'ai acheté un autre duplex 6 mois après. Puis j'ai commencé par l'acquisition. J'ai rénové, mais là, mon intention, c'est de rénover mon duplex, mon premier duplex, pour le transformer en 6 logis, comme totalement le démolir et la construction neuve. Puis aussi, je fais du développement de terrain. J'achète un terrain, je fais le zonage, je mets un permis dessus, soit je le revends ou je construis la construction neuve dessus. Wow, c'est pas un domaine 100% féminin, ça. Non, clairement que non. C'est très difficile pour les femmes, je dirais, de se faire prendre au sérieux. Oui, c'est un défi en soi. L'immobilier, c'est un défi, mais être une femme en immobilier, dans les finances, c'est un défi. Ah, wow, et ce n'est pas le seul défi que tu relèves dans ton quotidien et tu as su relever brillamment en tant que femme, en tant que maman. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ton histoire qui nous a ramenés à se voir aujourd'hui autour de ce podcast, ton histoire de maman. Bon, d'abord, mon histoire de maman, je dirais, elle a commencé avec mon fils, qui n'a pas été une histoire facile, mais je dirais que c'était plutôt en 2018, tout a changé pour moi. J'ai eu ma fille, Elissa. Elle est née un 20 janvier 2018, avant terme, à 37 semaines, je dirais. Dans le fond, tout allait bien jusqu'à ce que, durant une échographie, on s'aperçoit qu'elle ne grandit pas assez. On dit, elle est seulement petite, peut-être que c'est génétique, peut-être que c'est toi qui fais des petits bébés, parce que mon premier bébé, il était né à 6 livres, à terme. On s'est dit, OK, peut-être que tu fais de petits bébés. Rien, on ne s'inquiète pas. Mais plus tu avançais, moins elle grossissait. Donc, à un moment donné, on a dû provoquer l'accouchement à 37 semaines. Elle est née, elle pesait à peine 3 livres et 13. Puis c'était... Au début, je n'ai pas paniqué. Comme qu'elle est petite, on cherche à connaître les causes. Mais tout l'examen sortait normal. On me disait, tout est normal, on ne sait pas c'est quoi. Puis là, je dis, OK, mais si vous avez fait tous vos examens physiques, prise de sang, tout ce qui reste, c'est la génétique. Puis je me rappelle que le médecin, ça faisait 1 semaine que j'étais à l'hôpital. Puis le médecin, mon enfant, je la scannais des yeux, de la tête aux pieds. Je voyais tous les problèmes que je pouvais imaginer. Tu sais, j'ai quand même comment on dirait? Comme de l'expérience. L'expérience en soins, ouais, c'est ça, en soins, puis ouais. ce que j'apprends à l'université. Puis je me rappelle que je venais tout juste de passer un genre de cours. C'était les maladies génétiques. Puis moi, j'avais en tête maladie de Turner. Je dis, OK, mais peut-être que c'est ça qu'elle a, parce que physiquement, elle répondait à sa petite taille et déficit intellectuel possible. Puis là, je dis au médecin, mais peut-être que c'est génétique. Est-ce qu'on peut faire des génétiques? Le médecin s'est senti tellement insulté qu'une maman pose un diagnostic ou tente de lui dire quoi faire. Il a refusé. Wow. Puis là, j'ai insisté. J'ai dit, oui, mais regardez ses mains. Elle a les mains enroulées. Elle n'a pas de tonus. C'est tout ce qui reste, c'est ça. J'ai dit, mais faites un test génétique. Il dit, ça ne sert à rien. Même si on fait le test génétique, ça va prendre des années avant qu'on ait une réponse. Je dis, au moins, on le fera, puis on le saura, on va viser rendu là. Il a fallu que j'attende qu'un autre médecin prenne garde, puis que je lui pose la question, puis qu'il essaie de faire la prise de sang. C'est juste une simple prise de sang. Ça a été pris, puis on a eu congé entre-temps. Je me rappelle, on est parti de la maison, c'était un 28 janvier.
J'arrive à la maison, puis le bébé t'était pas encore. Mais elle avait la misère à téter, pas de succion. Puis elle pesait à peine 4 livres quand elle est sortie de l'hôpital. Ça m'angoissait, elle était minuscule, elle était plus petite qu'un prématuré sur l'étage. Wow, j'imagine. Puis allez-y à la maison. Wow. J'ai comme, OK. Moi, je dormais pas. Pendant tous ces temps-là, j'arrivais à la maison, j'essayais de la faire boire, ça fonctionnait pas. Elle vomissait, puis là, elle a commencé à faire des pauses respiratoires à la maison. Et elle dormait, puis elle arrêtait de respirer littéralement, puis j'ai comme, OK, mais elle va pas bien, il faut aller à l'hôpital. Puis là, on retourne à l'hôpital, elle était en train de mourir littéralement, parce qu'elle est arrivée. On a fait toute la journée, je me rappelle, on avait fait un test de cœur, un scan pour les reins, plein d'examens. Puis à la fin de la soirée, je me rappelle, on était en pédiatrie, puis j'étais entrée dans la salle du médecin. J'ai demandé à l'infirmière, est-ce que tu peux prendre sa saturation? Parce que je pense que ma fille, elle file pas. Elle prend la machine, ça sature 82%. Elle me dit, oh, la machine est brisée. Je suis comme, elle fait des pauses respiratoires à la maison. Je pense qu'elle est en train de mourir. Elle dit, la machine est brisée. Je vais prendre une autre. OK. Notre machine, 80%. Je dis, celle-là aussi est brisée? L'enfant avait plus de tonus. Rien. C'est juste fermé. Là, je dis, appelle le médecin, s'il vous plaît. Le docteur, peut-être qu'il vient, il la prend, il l'ausculte. Tout ce qu'il me dit, je suis désolée, on va la réhospitaliser. On ne sait pas, ça va s'en sortir. On la réhospitalise. Elle l'a remis en néonate. Il dit, d'habitude, normalement, les enfants en néonat qui sortent, on ne le reprend pas en néonat, risque d'infection. Mais elle allait tellement mal. Je dis, mais elle va mourir. Je lui ai dit, OK, on va faire une exception. Ils l'ont pris, ils l'ont intubé. Puis pendant qu'on était à la deuxième hospitalisation, quand on était à l'hôpital, je faisais des va-et-vient parce que j'avais mon fils à la maison à l'époque aussi. Puis je me rappelle, on m'appelle. On me dit, oh, Madame Jacques, est-ce que vous pouvez venir à l'hôpital avec votre conjoint? J'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose. J'ai dit, OK, j'ai dit à mon chum, ils ont un résultat, c'est grave. Il dit, oh non, inquiète-toi pas. Je suis comme, non, je te promets, c'est grave. Parce que s'ils demandent de venir, parce que c'est grave. Là, je m'appelle au téléphone, je dis, vous pouvez me donner au téléphone le résultat? Il dit, non, venez, madame, il faut venir absolument. Au début, j'étais soit elle est morte, soit le résultat est grave. Là, on arrive. Là, on sent une pesanteur dans l'étage. Les effets nous regardent, ça fait des messes basses. Ils sont gênés littéralement de nous regarder dans les yeux. Puis là, ils nous dirigent vers un local. Puis là, je vois une bloc de Kleenex. Là, je suis comme, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans la salle. Parce que je sais que si je rentre, je vais sortir, je ne serai plus la même personne. Ça va être un nouveau monde pour moi. Tout va changer. Puis là, je suis comme, on rentre, on s'assoit. Là, il parle, le médecin. Le médecin qui avait refusé la prise de sang était là. Puis l'autre qui avait accepté la prise de sang était là. Fait que 2 médecins étaient là, 2 pédiatres étaient là. Il y avait une travailleuse sociale, puis il y avait une infirmière. Puis là, le médecin, il me dit, on a un résultat. Puis là, il donne le diagnostic, mais j'arrive plus à écouter. Mon monde s'arrête littéralement. J'entends juste du vent. Puis j'entends des voix, mais c'est tout assourdi. C'est comme j'ai vraiment littéralement l'impression que mon cœur s'arrête. Puis je sais que je pleure, mais j'ai pas conscience de mon corps, du monde qui m'entoure. Je perds vraiment la notion de qui je suis, de où je suis. Puis je sais juste que je pleure, puis mon chum me tient la main fort, puis il essaie d'analyser, de tout comprendre tout ce qu'il dit, mais on comprend rien de ce qu'il dit. Tout ce que j'entends, c'est un jour à la fois, un jour à la fois. J'ai détesté cette phrase-là pendant, je dirais, ça m'a traumatisé pendant 1 an, je dirais, là. Un jour à la fois, un jour à la fois. C'est tout ce qu'il me répétait, un jour à la fois, on ne sait pas, un jour à la fois. Puis là, je posais des questions, je parlais, je posais des questions, mais je ne savais pas quelles questions que je posais, mais je sais que je posais des questions, puis tout ce qu'il me disait, un jour à la fois, c'est une maladie rare, madame, on ne sait pas quoi vous dire, un jour à la fois, un jour à la fois. Puis là, on sort de la chambre on sort du bureau, là, je vois mon bébé, elle est encore elle était dans une petite couveuse, là. Oui. OK, tu sais, les couveuses quand bébés sont prématurés, elle était dedans, avec son tube pour manger. Elle portait des vêtements prématurés. Elle l'a porté pendant très longtemps, des vêtements prématurés. Puis là, j'ai pris dans mes bras, je pensais même plus vraiment au diagnostic. Tout ce que j'ai regardé, c'est comme, je vais la perdre, quand, parce que personne ne pouvait me dire si elle allait vivre ou pas. Ça ne devait pas être un moment facile à vivre. Non, parce qu'on était tellement dans le connu par rapport au fait qu'on ne connaissait pas la maladie, puis au fait que le médecin, il manquait tellement de considération. C'est comme j'avais forcé la main pour un test de génétique. Puis quand c'est sorti avéré qu'elle avait une maladie génétique qui était la trisomie 9 en mosaïque, si c'est pas son ego, je pense que c'est l'ego.
Mais rendu là, moi, tout ce qui m'importait, c'était comme, qu'est-ce que je fais pour aider mon enfant? Ouais. Puis il ne pouvait pas me donner la réponse. Rendu là, on est parti 8 jours plus tard. On a eu le congé. Je me rappelle la date du diagnostic est tombée. On a su son diagnostic le 8 février. Je n'ai jamais oublié cette date-là, le 8 février. Puis on est rentré chez nous quelques jours plus tard. On est rentré à la maison. Puis j'ai demandé, c'est quoi la suite? Si elle vit, elle vit. C'était la phrase du médecin. Oh. OK, si elle vit, elle vit. Ça veut dire quoi? Elle peut mourir dans une semaine, elle peut mourir dans un an, un jour, 24 heures, aucune idée. C'est tout. Wow. On se regarde, mon conjoint et moi, on prend notre enfant, on va à la maison. Pas de nouvelles à cette radio pendant 2 mois. Je regarde faire des pauses respiratoires, je dors pas la nuit parce que j'ai peur de m'endormir pour qu'elle décède. Fait que je fais du mieux que je peux. Elle vomit en jet, elle n'est pas capable de boire, elle ne retient pas ses liquides. Rien. Ça a tout fait 2 mois. Ensuite, 2 mois après, on est retourné à l'hôpital. Puis, parce que j'avais insisté pour qu'on voit une physiothérapeute. Parce que j'avais vu qu'elle avait les pouces enroulés. J'ai dit, elle n'a pas de tonus. Il faut faire des exercices. Puis, ils ne voulaient pas au début. Parce que ça ne sert à rien de donner des affaires, c'est un enfant qui meurt, selon eux. Ouais. Ça a pris 2 mois avant qu'on puisse avoir de l'aide. Parce qu'ils ont dit, oh, elle est encore vivante, mais dans ce cas, on va lui donner des services. C'était la réponse qu'on a reçue. Wow, Là, c'est comme... C'est dur comme réponse. Ouais, c'est dur. Puis à l'époque, j'étais trop sur un mode pilote automatique pour réagir. Pour réagir. Puis j'étais vraiment, comment dire, anesthésie. OK. C'est ça. J'étais anesthésie. Je ne pouvais pas ressentir les j'ai juste, OK, tout mon corps, toute ma force était sur le peu que je pourrais la garder en vie. C'est comme, moi, ce que j'entends dans ton histoire et ce que tu me dis, c'est comme si toutes tes émotions ou toute cette colère, c'est comme si elle était mise sur pause. Ouais, sur pause. Mais tu avais juste un but, il fallait que tu suis ton instinct maternel. C'est ça, c'est ça. Parce qu'on ne m'écoutait pas. On n'écoutait pas ma fille non plus. Je devais être sa voix, puis je devais être ma propre voix aussi. Puis mon chum, lui, il ne parlait pas plus, il ne connaissait rien en santé. Il était comme... Qu'est-ce que c'est? Lui-même, il était tétanisé par la situation. Puis on avait d'autres enfants à la maison. Parce que mon conjoint, il a quand même 3 enfants avec une ex-conjoint. Puis elle n'était pas facile à gérer. Puis j'avais mon fils à la maison aussi à l'époque. 4 enfants, plus un enfant malade. Ça faisait beaucoup. Puis je me rappelle que en filant aiguille, on a commencé à... J'ai fait des recherches. Je m'appelle, j'étais à l'université. Je dormais même plus. Je faisais que ça, des recherches. Je suis tombée sur des articles. J'ai envoyé au médecin. À chaque rendez-vous, j'imprimais les rapports des études que je trouvais. Tout ce que je pouvais avoir sur la maladie. Je faisais un cartable, puis je faisais des photocopies. Puis quand je voyais le médecin, voici la maladie, voici ce qu'il préconise, voici ce qui se passe aux États-Unis, voici ce qui se passe en Australie, voici ce que je pourrais comme soin. Puis là, c'est comme, OK. Le médecin, comme, il connaissait même pas. Il voyait ça, il dit, oh, OK, je connais pas cette étude. Puis là, il regardait. Son pédiatre qui l'a pris en charge était beaucoup plus compréhensif, il m'a accompagné vraiment. Puis j'étais contente que ce soit lui qui nous prend en charge, parce que l'autre, là, j'aurais demandé un changement, je pense, de toute façon. Donc c'est vraiment l'ouverture d'esprit aussi de son pédiatre qui a fait qu'il acceptait que quand tu ramenais toutes les recherches que tu faisais en même temps. Vraiment, il nous a vraiment beaucoup aidé là-dedans. Puis ensuite, malgré cela, c'était quand même difficile de se faire. Parce que je me rappelle, elle vomissait. Je disais au médecin, elle s'aspire. Il dit, oh non, c'est des reflux, inquiétez-vous pas. Je dis, non, elle s'aspire vraiment parce que quand elle boit, elle vomit en jet. Puis elle n'est pas bien. Il dit, oh non, c'est des reflux, on va essayer tes médicaments. Ça ne fonctionnait pas. Ça durait 7 mois jusqu'à ce que ces pauses respiratoires étaient intenses. Puis là, on était rentré à l'hôpital. Puis là, OK, on dit un point où on peut juste la mettre en soins palliatifs. Je me rappelle, j'étais dans le lit d'hôpital, il y avait mon fils, 5 ans. Il a dit, maman, on va perdre le bébé, je veux pas qu'elle meure. Il se met à pleurer. Je pleure, mon chum pleure. Là, je refuse. Je dis, impossible qu'on abandonne là après 7 mois de souffrance, qu'on s'est bataillé. Je dis, non. Je dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a dit, OK, mais vous avez le choix, on vous transfère à Chio ou on vous transfère à Montréal. J'ai dit, transfert à Montréal, si elle meurt, j'aurai ma famille avec moi. Puis, chose de faite, ils nous ont transféré en ambulance 2 jours après à Montréal. J'arrive à Montréal, puis là, je leur demande d'oublier tout ce qu'on a fait à Gatineau. Je dis, oubliez Gatineau, s'il vous plaît. Voici ma fille, voici ce que je sais d'elle, puis voici ce que j'ai récolté.
Puis là, ils ont regardé l'enfant un regard neuf. Comme j'ai demandé un regard neuf, on a passé de sa tête, juste tout son cerveau, tout, jusqu'aux pieds. Parce qu'il y avait des problèmes d'ossature, ma fille. Les pieds, les mains étaient croches. Elle avait une grosse scoliose, un déficit intellectuel. Elle avait un problème de la trachée aussi, une hypomanganèse, en tout cas, un truc dans sa gorge. Là, on a dû l'opérer la même semaine quand elle est à l'hôpital à Montréal. Puis finalement, ils ont fait un test pour voir sa déglutition. Puis là, 2 jours après, on a su qu'ils ont confirmé ce que je disais, que votre fille s'aspirait, elle faisait ce qu'on appelle l'aspiration silencieuse. Wow. Fait qu'elle s'aspirait, elle n'avait pas le réflexe de tousser. Fait que ça allait directement dans ses poumons. Puis le médecin ne comprenait pas comment ça se fait qu'elle n'a pas eu de pneumonie depuis 7 mois. J'ai dit, je ne sais pas, je n'ai pas dormi pendant 7 mois. Wow. Puis c'est de là que j'ai eu un répit. J'ai eu un répit. Puis à l'époque, quand j'étais encore à l'école, je me rappelle, j'étais encore à l'école, je faisais mes cours de chimie à l'hôpital pendant que ma fille était hospitalisée. Ça a été une expérience. J'étais soulagée qu'enfin, on écoutait ma fille, on m'écoutait, mais j'étais en colère contre l'hôpital, en colère contre Dieu. C'est comme, j'arrivais plus à prier depuis que ma fille était malade. Ma mère, elle priait pour moi. Elle me disait, Sonia, prie pour ta fille. C'est maman, je ne peux pas prier. J'avais trop de colère, j'avais trop de rage. Puis j'avais personne à qui vraiment l'exprimer. Je ne peux pas m'exprimer à mon chum non plus, parce que lui aussi, il vivait la même chose que moi. Ouais. Puis ma mère était trop dans, elle va guérir. Ça m'énervait. Je me rappelle, ça m'énervait. Je suis comme, elle ne peut pas guérir miraculeusement comme ça. C'est pas une grippe. Elle peut mourir demain matin si elle meurt, sans dire qu'elle va ressusciter. Mais je ne peux pas lui dire ça. J'ai comme, oui, maman, je faisais juste la caisser, mais ça ajoutait sur ma colère, tu comprends? Oui. C'est comme, moi, de ce que j'entends, c'est une période où tu as vraiment complètement perdu la foi. Parce que ça fait cette colère, que ce soit entre l'hôpital, envers le bon Dieu, parce que tu ne comprenais pas peut-être pourquoi tu vivais cette expérience, ou pourquoi toi, pourquoi ta petite fille, qu'est-ce qu'elle a fait. Quelles sont les choses que tu te disais? C'est toutes des questions que j'étais comme, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qu'on a fait? Puis, j'arrive pas à comprendre le sens. Ma maman me dit tout le temps, Dieu donne pas de peine sans secours. Il dit, si tu te donnes ce défi parce que tu peux le relever, il y a une raison pour laquelle. Puis je ne trouvais pas la raison pour laquelle. Puis ça me radait encore. Pour quelle raison? C'est quoi la raison de donner un enfant malade, de la sacrifier? C'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je réfléchissais. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai manqué à quelque chose? Est-ce que j'ai mangé quelque chose qu'il ne fallait pas? Est-ce que j'aurais pu l'éviter? Puis personne ne pouvait me donner une réponse. Même pas les médecins. Eux, ils ne connaissaient pas la maladie. Pour eux, c'est comme, c'est quoi ça, la trisomie 9? Ils ne savaient pas plus si c'est la trisomie 21, on aurait pu, OK, on sait c'est quoi, il y a beaucoup plus d'aide. La trisomie 9, il n'y a pas de groupe de soutien de trisomie 9. Il y en a aux États-Unis, un peu plus aux États-Unis, mais au Québec, oublie ça. J'avais demandé de mettre en relation des familles qui avaient cette maladie-là. Puis, pour faire exprès, j'avais une travailleuse sociale qui était nulle, mais nulle. Elle n'était pas impliquée, elle n'était pas proactive. J'étais la physicienne, la psychologue, j'étais toute pour ma fille. Je dis, je vais te faire sortir. Je faisais la job de la travailleuse sociale, je faisais la physiothérapie avec elle, je faisais mes recherches. Puis je lui disais, OK, aux États-Unis, ils font de l'hydrothérapie. Je fais ça pour ma fille. Oh, au Québec, je ne pense pas. Mais j'apprends quelques années plus tard qu'il y en avait à la ressource, l'hydrothérapie. Oh. Mais elle n'a pas pris la peine de prendre la recherche. Ça ne l'intéressait pas de nous aider. Fait que c'était tout ça qui mettait encore plus de frustration. Okay. Je suis d'accord d'avoir des défis, mais donne-moi des outils pour passer à travers. Je devais puiser en moi pour tout, même quand j'avais plus de force. À la fin, j'ai dû mettre mes études de côté, même si je performe bien à l'école. Puis moi, c'est ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime l'école, j'aime apprendre. C'était un deuil à faire pour ma fille, pour mes études, pour mes projets, mes rêves. Parce que moi, mon rêve, c'est de devenir médecin. C'est ça mon rêve, faire médecine. Puis c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi j'ai déménagé à Gatineau pour faire médecine. Mais quand ça t'est arrivé, c'est comme, comment je peux faire médecine après tout ça? Où je peux trouver le temps? C'est exigeant comme domaine d'études. Donc, tu as dû faire un choix entre tes envies de carrière,
tes envies ou d'études ou d'évolution professionnelle et de rester auprès de ta fille pour pouvoir la gérer parce que quand on te disait, on ne savait pas est-ce qu'elle allait rester là aussi longtemps. Exactement, personne ne pouvait me donner de réponse claire et concrète. Tout ce qu'on me disait, c'est un jour à la fois. C'est tout ce qu'on me disait, un jour à la fois. J'ai tellement détesté cette phrase. J'imagine. C'est comme, ça me rendait... C'est comme une phrase facile, toute faite pour dire, on ne peut pas t'aider. Débrouille-toi un jour à la fois. C'est comme ça que j'ai pris, moi, à l'époque. Puis, j'ai commencé à trouver espoir lorsque, à Montréal, on a été écoutés. On a validé mes inquiétudes par rapport à sa déglutition. On a validé qu'elle avait des problèmes. Parce que j'avais dit qu'elle avait des problèmes de zoo, mais on ne faisait rien. Personne ne faisait rien. Puis finalement, elle a été opérée. Elle a eu 2 opérations à Montréal. 1 à 7 mois pour sa gorge. Elle était en soins intensifs. Elle a survécu. Puis on ne pensait pas qu'elle allait survivre à cause de ses problèmes respiratoires qui étaient assez graves. Puis elle est sortie. Quand on a eu congé de l'hôpital, on est resté 3 mois à l'hôpital. Je suis restée 3 mois à l'hôpital sans jamais quitter l'hôpital une fois. Wow. Puis mon fils venait le week-end dormir à l'hôpital avec nous, je me rappelle. Wow. Puis ma mère a été un grand support là-dedans aussi. Mon conjoint, il devait gérer les 3 enfants aussi. Il venait les fins de semaine. C'était rendu notre normalité à nous. Puis quand on est sorti, elle avait un gavage. Elle était sur oxygène. La nuit, en tout temps, puis elle était monitorée. Elle avait une petite machine qu'on devait mettre pour surveiller son pouls. Si elle arrête de respirer, la machine allait sonner. Fait que on se dit, OK, on avance. On a une chance de la sauver. On l'avait stabilisée, comme on peut dire. On avait enlevé les choses qui mettaient sa vie en danger, ce qui était le problème de respiratoire, parce qu'elle avait une obstruction aussi. Fait ça a fait en sorte que ça empirait ses pauses. Ça avait soulagé, mais elle avait aussi un problème au cerveau qui faisait une apnée centrale. C'est-à-dire que ça va toujours faire de l'apnée, mais peut-être en grandissant, ça va diminuer. Le temps nous le dira. C'est ce qu'on avait dit quand on était à l'hôpital. OK, on est sorti, fait que la machine et tout. Là, c'est ça. C'est toute une logistique, c'est toute une gestion de famille, puis de couple aussi. Donc, ça met des défis énormes partout. Là, on se dit, on a passé le cap, on va s'en sortir, on rentre à la maison. Non, c'est pas fini. Parce que le gavage qu'elle a, c'est un lait qui est pas couvert, qui est couvert au Québec, mais comme mon conjoint travaille en Ontario, on me refuse de couvrir le lait. Ça me coûtait 1200 par mois. Wow. Personne ne voulait couvrir ça. Je ne travaillais pas à l'époque. Il fallait que, à la fin, il fallait que je décide payer son lait ou payer mon loyer. Ça a été l'enfer. C'est comme pour trouver les ressources financières, puisqu'on refusait de me donner la solution pour handicapés, parce qu'on me disait qu'elle n'était pas assez malade. Fait que je disais, mais là, il fallait que je me batte avec le gouvernement pour me faire écouter aussi. Encore là, ça mettait de la rage. C'est comme j'étais déjà assez épuisée physiquement, mentalement. Il fallait que je me batte avec le gouvernement pour lui dire ma fille est malade, voici sa maladie. Ah non, mais il faut qu'elle soit plus malade que ça pour qu'on vous aide. Mais c'est quoi qu'il faut? C'est quoi qu'il faut? Elle est gavée, elle a été opérée. Ça a pris 2 ans. 2 ans. Wow. 2 ans avant qu'on puisse recevoir de l'aide. Puis 6 mois pour que le lait soit couvert. En 6 mois, ça a le temps de me ruiner, littéralement. Ça a été l'enfer. Une fois qu'on a passé à travers ça, on s'est dit, OK, ça va aller. Non, c'est pas fini. Wow. Parce qu'à chaque défi, à chaque évolution, t'es bloqué. Après ça a été l'école, ça a été la garderie. Trouver une place en garderie, ils l'ont rejeté après une journée parce que c'était trop demandant pour eux. Là, c'est 1 an sans garderie. Là, je dois arrêter l'école encore une fois. C'était ça. C'est qu'à chaque fois, tu te dis, OK, tu vas t'en sortir, c'est bon, t'as espoir, mais la vie te revient, puis non, t'as pas fini de souffrir, Sophonia. Continue à te battre. T'as pas fini. Puis moi, Sophonia, de tout ce que tu racontais, c'est comme... Il y a cette détermination, cette envie d'aller de l'avant et de continuer, comme on dit, no matter what, peu importe ce qui va se passer. Tu avais un objectif, c'est vraiment être là pour ta fille. J'aimerais vraiment savoir d'où tu puisais toute cette force, comment tu faisais, tu sais,
on passe à travers des défis, des histoires, des challenges que la vie nous donne. Mais là, avec ta fille, tu la vois dans des situations qui sont, on va dire, pour une maman, ça fait mal au cœur de voir son enfant comme ça malade, faire des opérations, surtout aussi petit, et de se dire peut-être que elle sera plus là, mais quand même, tu es là, tu es allé de l'avant. Je suis curieuse. Comment comment tu as fait pour passer tous ces caps-là? Mais pour vrai, sur le coup, je m'en rendais pas compte, mais c'était ma fille. Parce qu'à chaque fois, j'avais le goût d'abandonner, j'avais le goût de... OK, parce que j'ai eu des épisodes de dépressif. Carrément, mon corps, je prenais du poids, je dormais pas. J'ai été dépressif très longtemps. Mais peut-être même que je ne m'en rendais même pas compte que j'étais dépressive. Mais ce qui m'a aidé vraiment, c'est ma fille. Parce qu'à chaque fois que je voulais abandonner, je la regarde. Elle est toujours souriante. Malgré, elle est tout le temps souriante. Je dis, si elle peut sourire à la vie, j'ai pas le droit d'abandonner. Alors, c'était mon... Ça me donne la chair de poule. C'était elle, mon modèle, honnêtement. C'est elle, la vraie héroïne. C'est elle qui me donnait la force. Parce que des fois, là, je me levais la nuit, mon chum aussi, il en pleurait. Il fait juste penser, et c'est décède. Puis on se met à pleurer. Oui. Puis là, on la regarde, on regarde une photo, une vidéo, elle sourit. Puis là, on dit, on n'a pas le droit d'abandonner, je peux pas abandonner. Puis j'ai dit, OK, je suis en bonne santé, moi. Je suis en bonne santé. Est-ce que j'ai vraiment le luxe de me plaindre quand elle, toute petite, toute frêle, elle avait 6 mois, elle porte encore du prématuré, littéralement. Les gens pensaient que j'avais accouché quand ils la voyaient. Si elle sourit, elle dégage de l'amour, cet enfant-là, mais pur. Je lui dois au moins ça. Au moins me donner, si c'est pas pour moi, c'est pour elle, je le ferai. Parce que moi, je suis rendue, pour elle, là, ce qui m'arrive, là, ça n'avait plus d'importance. C'est comme, j'étais sur pilote automatique. J'étais rendue en pilote automatique, je gérais les choses de manière automatique. Comme mon fils de 5 ans, il a écopé, mais il était très patient, lui. J'ai mis de côté. C'est après, ça m'a rattrapé. Pendant les 2 premières années de la vie de ma fille, mon fils a été délaissé. Oui. Puis, je me suis même pas rendu compte que j'ai mis de côté. Puis lui, il a même pas fait un bruit. Il s'est même pas plaint une fois. Wow. Fait que moi, dans ma tête, ça va bien. T'sais, il est autonome, il fait ses affaires, il va à l'école. Mais lui, il dit rien. Il dit rien. Moi, j'avance avec ma fille. On se bat. Ça a pris 2-3 ans pour la stabiliser, pour s'assurer que sa vie est plus en danger. Mais après ça, tout est revenu. Parce que mon fils, après, j'ai vu l'impact que ça a eu sur lui. Après ça, moi, ma culpabilité de maman, je me suis sentie coupable d'avoir laissé mon fils. Je me suis sentie coupable. Je me suis sentie comme moins performante parce que j'avais un objectif, c'était finir mon bac en 4 ans. Je n'étais pas capable de finir en 4 ans parce qu'à chaque année, il y avait un problème. Je devais soit prendre moins de cours, soit prendre une année sabbatique. À la fin, c'est venu me toucher aussi sur mon estime, sur ma capacité d'être une bonne étudiante, de qui j'étais plus au même niveau. C'est comme un blessé qui se blesse, puis il ne revient pas à son même niveau. Moi, c'était la même chose. C'est plus à mon niveau à l'école. Puis je suis très exigeante envers moi-même, mais extrêmement. Pour moi, je n'avais pas le droit à l'erreur. Je n'avais pas le droit à ne pas performer. Mais j'ai compris avec le temps que j'ai le droit de faire les choses plus lentement. Tu sais, je me suis permis avec le temps d'accepter, de dire c'est correct, ça veut dire si tu finis ton bac plus tard. Mais c'était un cheminement. Je suis encore en cheminement aujourd'hui. Parce que j'apprends aujourd'hui à un peu avoir plus de compassion pour moi parce que je n'ai pas beaucoup. C'est toujours le perfectionnement. OK, Sophia, tu dois être une bonne mère, tu dois être une bonne épouse, tu dois être une bonne étudiante. C'était comme ça que j'étais, mais je ne m'aidais pas. Mais quand j'ai compris que j'avais le droit à des échecs, puis ces échecs, c'est de ça que j'apprenais, là, j'ai pu avancer. J'ai pu faire mon deuil de la maladie de ma fille. C'est récemment. Wow. J'ai pu faire mon deuil de ma maladie, puis de ne plus la voir en tant qu'enfant malade, mais seulement en tant que ma fille. Tu sais, puis ta fille, elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 7 ans. Waouh. Ben, moi, je vais t'applaudir vraiment pour ça parce que c'est tout un parcours de maman combattante et puis c'est tout un chemin. Et je crois que tu devrais te taper sur le dos et d'être fière de tout ce que tu as fait jusqu'ici pour toi, pour elle, pour la famille. Ça devrait
ça doit pas être facile. C'est comme tu as dit, il y a la culpabilité que j'entends d'avoir délaissé ton enfant, d'avoir peut-être concentré ton énergie sur ta fille malade, d'avoir délaissé peut-être tes études, ton couple, ta vie de famille, etc. Mais tout un cheminement. Waouh, je suis épatée. Merci. Mais au début, j'avais la misère à me voir comme ça. Parce que je me disais que c'était normal. Mais aujourd'hui, je me suis réconciliée avec Dieu. Je me suis remis à prier. Puis j'ai compris maintenant que pourquoi j'ai vécu, pourquoi il m'a donné cet enfant. Et je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui a fait cette réconciliation. Puis c'est quoi ce pourquoi que tu as compris? 7 ans, je pense. Ça a pris 7 ans pour le comprendre? Mais 7 ans, on peut dire 7 ans, parce que c'est récemment que, on va dire, j'ai une révélation, parce que je la fêtais même pas ma fille. Hein. Jamais fêté son anniversaire, jusqu'à l'âge de 7 ans. Wow. Parce que pour moi, c'est qu'elle allait mourir, pourquoi, puis j'ai vraiment arrêté de vivre. Pendant 7 ans, arrêté de vivre, comme je disais, un test automatique. Je ne m'autorisais pas au bonheur de ma fille, parce que c'était tout le temps construit sur la mort. Elle va mourir. Je me rappelle, ouvrir la porte de sa chambre, je fais comme, Seigneur, j'espère qu'elle est vivante. À chaque coup, je la porte, puis elle respire, je suis comme, OK, elle respire. C'était cette angoisse constante. C'était un stress, un angoisse constant. Je le fais encore aujourd'hui, mais... Un peu moins. Un peu moins. J'essaie de ne pas le faire. J'essaie d'accueillir la vie. Tu sais, je vois ma psychologue, parce que c'est quelque chose que, dans ma culture, c'est tabou, parler de consulter. Oui, je comprends. Okay? Puis quand j'ai accepté de trouver de l'aide, mais ça a commencé quand j'ai accepté de demander de l'aide. Et c'est correct de demander de l'aide. Puis ça ne m'empêche pas d'être une femme forte. Ça n'enlève en rien. Quand j'ai compris ça, j'ai demandé de l'aide. Puis avec le cheminement de ma psychologue, j'ai commencé à voir les choses autrement, à changer ma vision. Comme l'échec, c'est plus de l'échec pour moi. C'est un apprentissage, un processus même. Je me dis, OK, sans ce processus, je ne peux pas réussir. Je me dis, OK, c'est mon processus. Puis c'est ça qui va me faire que j'ai commencé à voir les choses. Puis j'ai commencé à avoir du succès, à avoir l'envie de sortir. Parce que quand ma fille était malade, à la fin, j'avais plus le choix. J'avais plus le choix de dire, OK, je dois m'en sortir financièrement. Je dois trouver une chose. Je ne peux pas compter sur un travail de 5 à 7. C'est impossible. Pour ce que je veux pour ma fille, elle mérite tout le succès du monde. Elle mérite son salaire, comme on dit, parce qu'elle a travaillé très fort pour s'en sortir. Puis je lui dois ça. Fait que de là, je me suis dit, OK. Puis j'ai dit, OK. Puis là, j'ai dit, OK, c'est peut-être ça que Dieu voulait. Il voulait qu'à travers elle, je puise en moi tout mon potentiel, puis je puisse le dévoiler au monde. Parce qu'on a tous du potentiel à quelque part. Puis des fois, il suffit juste qu'on vit quelque chose. Des fois, c'est comme on dit, il faut toucher le fond pour se relever. Peut-être que c'était ça pour moi. Peut-être que sans elle, je n'aurais pas connu l'amour inconditionnel. Parce qu'elle m'a appris ça, ma fille, aussi. C'est quoi l'amour inconditionnel? Elle m'a appris que j'étais forte. Elle m'a appris que je pouvais surmonter beaucoup plus que je le pensais. Elle m'a appris beaucoup de choses. Puis à travers de ça, ça m'a donné la motivation de partir en business. Je me rappelle, c'est après ça que j'ai dit, OK, je me lance pour acheter la maison. Je suis partie 2 ans travailler dans les Laurentides. Après 3 mois de travail, j'ai acheté ma première maison. Puis ensuite, 3 mois plus tard, j'ai acheté ma 2e maison. Mais je travaillais comme une dingue parce que l'objectif, c'était lui offrir la meilleure vie. Je dis, si je décède, je ne veux pas qu'elle soit placée en CHSLD parce qu'elle va souffrir. Elle a passé beaucoup de souffrance, puis à la fin de sa vie, non. Pour moi, c'est inadmissible que ma fille souffre en CHSLD. On s'entend qu'au Québec, la CHSLD, ce n'est pas la meilleure place. Puis je vais avoir les moyens que ma fille, si je ne suis pas là, que je peux mourir en paix. Je sais qu'elle a une vie confortable, que j'ai laissé quelque chose pour elle, qu'elle puisse vivre au moins une vie décente. C'était ma première motivation. Ça, c'était... Je pouvais travailler 100 heures, je m'en foutais, ça ne me dérangeait pas. Je pouvais avoir mal aux pieds, je faisais 16 heures en bloc, ça ne me dérangeait pas. Parce qu'elle était dans ma tête. Puis quand j'étais découragée, je faisais juste la regarder, sa photo, là, j'étais remotivée. Quand je rentre à la maison, puis je vois ses efforts, je vois quand ça marchait aussi. Parce qu'elle m'a dit qu'elle n'allait pas marcher, le médecin. Elle a marché tard, mais elle a marché. Et aujourd'hui, au début, elle était en fauteuil roulant, marchette. Elle marche sans marchette, des courtes distances, mais elle a quand même marché. Elle porte des orthèses, oui, elle a un corset. Je l'appelle Robocop, parce qu'elle a une minière, elle a tout là pour la tenir un peu droite. Puis je dis, viens ici, ma petite Robocop. Puis elle trouve ça super drôle, elle est super mignonne. Mais c'est un amour, cet enfant-là. Aujourd'hui, je la regarde avec un autre œil. C'est plus mon enfant malade, c'est simplement ma fille, c'est ma guerrière, c'est
c'est mon idole. Elle me motive énormément. À chaque fois que je procrastine, je la regarde, je dis non. Elle te donne de l'énergie. Oui, de l'énergie, oui, beaucoup. Puis elle est tellement sociable, servante. Quand je plie les serviettes, elle veut m'aider, elle me donne. Des fois, c'est elle qui me motive à plier le linge. Des fois, ça ne me tente pas du tout. Puis elle arrive avec un morceau de linge, puis elle me le donne. Puis là, puis elle adore que je plie, puis elle est super contente, puis elle est excitée. Puis je le plie et tout. Puis là, je crois qu'elle va me chercher prendre notre morceau. Là, je plie. À la fin, tout est plié. Elle est comme ça. Ouais. Elle met tellement d'amour dans une pièce. Elissa, tu peux pas ne pas t'attacher à elle quand tu la vois. Wow. C'est comme... C'est un amour, cet enfant-là. Elle m'a sauvée. Je dirais, c'est elle qui m'a sauvée. Wow. Wow. C'est ça. Tu sais, c'est encore une fois, on en a parlé samedi dernier de la citation. À chaque fois que tu m'as raconté brièvement la dernière fois ton histoire. Et la citation qui me vient en tête, c'est celle de Bob Marley que je t'avais partagée. C'est celle qui disait on ne sait jamais à quel point on est fort jusqu'au jour où être fort reste notre seule option. Et puis de ton histoire, c'est ça, être forte pour le parcours de ta fille, c'était ta seule option. C'était pour toi, il fallait que tu sois forte, il fallait que tu te donnes, il fallait que tu puises dans cette énergie, et puis en même temps qu'elle te le transmette, ta fille, tu la vois à travers elle, tu la vois à travers ce qu'elle a enduré, mais elle, tout en gardant le sourire. Donc ça t'a transmis cette force pour que tu puisses toi-même continuer à cheminer et à retrouver la foi. C'est extraordinaire de se... Mais tu sais, ce que j'entendais aussi, c'est l'acceptation. Oui. Tu sais, le mot de l'acceptation, tu l'as dit, et je crois qu'il y a des choses qui émanent de ça. Lorsqu'on est face à une situation assez délicate et puis assez, je dirais, extrême comme la tienne, c'est quand on n'est pas dans l'acceptation, on est dans cette confrontation, dans cette idée, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, parce qu'on n'accepte pas. Non, clairement. Mais le jour où on accepte qu'on est quand même, on peut avoir un peu de répit, on peut ne pas être forte, on peut ne pas finir nos études dans les 4 ans ou les 5 ans, mais ça ne fait rien. C'est correct. C'est correct. Et puis quand on accepte que c'est correct et quand on enlève un peu les barrières, parce que je l'ai dit à des épisodes et je le redis, nous les femmes, on se met toujours la barre très très haut. Oui. Donc on a des responsabilités sur les épaules, on doit être la maman parfaite, on doit être l'épouse parfaite, on doit être la travaillante parfaite, on est le nerf de notre famille, on est la colonne vertébrale de la famille. Et puis, si nous, on n'est pas bien, tout ce qui va être autour, il ne le sera pas. C'est vrai. Et donc, cette acceptation-là t'a ramené à peut-être demander de l'aide parce que, comme tu disais, c'est tabou dans notre culture. Moi, je me joins à toi parce que moi, je suis marocaine. Puis dans la culture africaine aussi, aller chez un psychologue ou demander de l'aide, c'est tabou. Donc, c'est comme on ne le fait pas, mais accepter que oui, j'ai besoin d'aide et d'aller puiser de cette aide et puis de demander de l'aide, c'est aussi un cheminement en soi. Oui, c'est vrai, comme avoir le courage de dire, OK, seul, je vais pas y arriver. Il faut que je demande de l'aide. Parce que mon conjoint lui-même était à bout de souffle. Puis notre couple aussi, ça faisait pas si longtemps qu'on était ensemble. Quand Elissa est née, ça faisait peut-être 1 an, puis qu'on n'a pas eu le temps de se consacrer à nous. Ça a été sur pause pendant très longtemps. Puis des fois, je me demande comment on a fait pour rester ensemble. Justement, c'était pas pour poser la question comment vous avez fait pour rester ensemble, loin de là, mais comment vous avez fait en tant que couple de passer à travers cette situation. Tu sais, vous avez mis aussi sur pause votre vie de couple, j'imagine. Puis si la famille, elle était un peu éclatée entre l'hôpital, entre les enfants de ton conjoint, etc. Donc, comment aussi la dynamique du couple, elle a pu traverser ces défis-là? Mais je te dirais que ce qui nous a soutenus, malgré tout ça, c'est qu'on avait un point commun. Que Elissa aille bien, l'offrir la meilleure vie possible.
Puis c'est ça qui nous rejoignait beaucoup. Je me rappelle, je passais du temps à l'hôpital. Il m'a accompagné à quasiment tous mes rendez-vous. C'est rare qu'il manquait un rendez-vous. C'est comme, on avait, à un moment donné, il fallait faire une demande de subvention pour l'aider. Puis il fallait démontrer au gouvernement combien de rendez-vous qu'on avait dans une année. On avait 144 rendez-vous dans une année. Pour un seul hôpital. Puis on ne parlait pas des rendez-vous à Gatineau, là. Un seul rendez-vous, on avait 144 rendez-vous. Imagine-toi, lui, il a manqué 144 jours de travail seulement pour ça, là, pour une année. C'était juste pour montrer à quel point il était dévoué. Puis ça aussi, ça m'a comme fait, OK, je l'oubliais totalement. Puis c'est des choses comme ça c'est ces grandes choses-là qui faisaient en sorte que je me disais, il est là, il est encore là. Accroche-toi. Accroche-toi. Des choses comme ça que je regardais. Comme, des fois, il dit, tu vois pas qu'est-ce que je fais? Puis on se lançait la balle. On était épuisés toutes les deux. Ouais. Mais il faisait des choses, beaucoup de sacrifices, autant que moi aussi. Pour moi, j'étais la seule qui faisait des sacrifices. J'ai sacrifié ma carrière, j'ai sacrifié tout. Mais lui aussi, il sacrifiait littéralement ses finances, ses enfants aussi. Tu sais, son ex, c'est pas la plus gentille, là, non plus, là. Puis elle aussi, elle aidait pas. Je me rappelle, elle ajoutait sur notre stress. Quand ma fille se faisait opérer pour avoir son tube, elle avait souhaité littéralement qu'elle décède. Puis ça avait détruit. Tiens, qui souhaite ça à notre maman? Il fallait gérer ça aussi. Elle était très toxique, cette dame-là, tu comprends? En tout cas, elle était encore toxique, mais on a pu gérer ça autrement. Mais c'était un stress pour lui-même aussi. Puis lui, il devait garder ça pour lui, il devait me protéger, des choses méchantes qu'elle disait. Puis, il est aussi tombé en dépression. Puis il a dû chercher de l'aide aussi. Ça a été dur, mais je te dirais très dur sur le couple. Puis aujourd'hui, je remercie Dieu de nous avoir fait trouver l'un et l'autre parce qu'il a été mon roc, j'étais son roc, mais à des moments différents. Au moment où j'étais plus à terre, le plus mal, lui était plus fort. Vice-versa. Puis je pense que c'est vraiment ça qui nous a soutenus, puis savoir que nous deux, on voulait absolument que notre enfant vive, puis que peu importe, on avait accepté de l'avoir, puis qu'on a dit, OK, on a fini par accepter tout ça. Puis on a travaillé main dans la main pour elle, pour nous. Ça finit par payer. Aujourd'hui, on se regarde, puis on est fiers d'où on est sorti. Puis... Vous devez être fiers de vous, de votre fille, de ce que vous avez fait pour vous battre pour votre fille, pour votre vie de famille, votre vie de couple. C'est extraordinaire. Ça n'a pas été facile. Ça s'entend, c'est comme, ne serait-ce que de le raconter. Et puis j'imagine, c'est comme on l'a raconté brièvement, mais le vivre pendant 7 ans, c'était intense. C'était intense, ça, j'imagine. C'était très intense, oui. J'imagine. Puis Sophonia, avant de clôturer cette belle discussion, moi j'aurais aimé rester encore et encore t'écouter et puis de me partager cette belle énergie que tu as et cette force surtout, cette détermination, c'est quoi si on va dire par exemple de nous partager 3 choses que tu as apprises durant toute cette expérience-là? 3 choses que j'ai apprises. Tu appliques maintenant, que c'est comme des mantras ou des choses qui t'ont guidé ou qui t'ont soutenu durant ces moments-là. Et puis aujourd'hui, c'est un gros apprentissage pour toi. Aujourd'hui, ce que pourrait, je pense que j'ai vraiment compris que j'étais forte. Puis je me suis dit, parce que j'ai vécu beaucoup de défis aussi au côté milieu entrepreneurial, puis ce que j'ai vécu avec ma fille m'a aidé aussi à passer à travers les défis que j'ai vécu aussi dernièrement pour mes projets. Puis j'ai compris que j'avais beaucoup de résilience. Puis des fois, moi, je me dis, mais comment tu fais? Je ne le sais pas. Mais j'ai compris que j'avais cette force-là en moi. Puis aujourd'hui, je peux dire que j'ai plus peur d'affronter les défis. Des défis, maintenant, là, j'en veux. Je dirais ça. Donc, ça veut dire que tu es la résilience en personne. Oui. Des défis, j'en veux. Parce que j'ai compris que c'était un processus. Exactement. Puis ça m'a amené à qui je suis aujourd'hui en tant que personne. Puis je sais que grâce à ça, je peux affronter n'importe quel objectif, n'importe quel défi, projet, que ce soit avec mes enfants. C'est comme maintenant, je ne sais pas que j'ai pas peur de la mort, mais j'appréhende moins son décès. Si ça arrive, je sais aujourd'hui, je vais m'en sortir. Mais avant, j'étais incapable de l'imaginer.
Donc, c'est ça, c'est première chose, c'est que je suis plus forte que j'aurais cru. Deuxième, c'est que j'ai beaucoup d'amour en moi, chose que je pensais pas que j'avais. Honnêtement, comme je dis, c'est ma fille qui m'a appris l'amour inconditionnel. Avec mon fils, je l'aimais, mais pas inconditionnellement, c'est pas comme ça que j'avais appris, moi. Moi, on me dit toujours, je t'aime tant aussi longtemps que tu fais des choses bien. C'est ça qu'on me disait. Ok. Fait que moi, je reproduisais la même chose. Donc, mais j'ai compris que j'avais beaucoup d'amour en moi, puis c'est ça aussi qui a maintenu mon couple aussi. Malgré toute cette laideur, difficulté, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'amour, il n'y avait pas de place à l'amour à cette époque-là. Ben, j'imagine, ouais. Mais assez au fond de moi pour maintenir, pour croire que ça va s'arranger plus tard entre lui et moi, pour croire qu'il y a un espoir caché, il y a l'espoir. Mais c'était tellement enfui de le stress, les problèmes que... Mais j'ai compris que plus tard, c'est cet amour-là qui m'a retenu beaucoup pour ma famille, l'amour que j'ai pour ma mère, pour mon conjoint et mes enfants. Et pour moi-même aussi, j'ai beaucoup appris à m'aimer à travers ce défi. C'est ça, c'est l'amour de soi, Oui. c'est l'estime de soi aussi. Je pense que ça fait relever un peu le cap de l'estime de soi, tout ce que tu as pu traverser en s'assurant que tu as la force que tu as aujourd'hui, puis que l'amour inconditionnel que tu as pour et toi et pour toutes les personnes qui t'entourent. Oui. Et puis j'ajouterai l'acceptation. L'acceptation, oui. La troisième chose, c'est bien l'acceptation. Quand j'ai accepté tout ça, c'est plus facile. Je ne me bats plus. Je ne cherche plus le pourquoi. Le pourquoi n'est plus important, c'est plus le comment maintenant. C'est comment je vis avec ça, puis qu'est-ce que je peux faire comment je peux vivre. C'est tout simplement, vivre avec ça au final, puis je trouve les solutions de toute façon. Quelqu'un m'a dit un jour, cherche les solutions au lieu de chercher les problèmes. Depuis, je cherche que des solutions. Dès qu'il y a un problème, je suis comme non, trouve-moi la solution. Pareil que mon fils, j'aime lui dire tout le temps, c'est difficile mais pas impossible. Exactement. Ben, sur ces belles paroles de sagesse, je te remercie du fond du cœur, Sophonia, de nous avoir partagé ton histoire, tes péripéties, puis toute ta résilience et ta force. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir.